Les deux côtés de la médaille. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand. Salut tout le monde, bienvenue à Les deux côtés de la médaille. Ici Marc Durand en compagnie de Laurent Dubreuil, co-animateur pour ce balado sur les sports dits olympiques, sports dits amateurs, sports dits non canadiens de Montréal. Bref, tout ce qui touche le sport en général, vos héros, vos sports préférés aux Jeux olympiques et dans les autres grands jeux, ben ça va être à la une avec nous. Laurent, salut! Salut Marc, comment ça va? Ben, ça va très bien. Tellement heureux de faire ce balado avec toi. Puis, je pense qu'on était tellement enthousiastes, Laurent, qu'on a commencé par faire des entrevues avec 3 personnes. Vous retrouvez ces balados maintenant disponibles. Et là, on fait comme l'introduction qu'on aurait dû faire finalement au départ. Et puis, parce que je pense qu'on avait le goût de rencontrer puis de parler aux gens. On était enthousiastes. Ben oui, exact. Puis je veux dire, je pense que si vous écoutez ça avec nous en ce moment, vous sentez la passion puis l'enthousiasme. Puis c'est un peu ça qu'on vise, là. On va un peu expliquer le pourquoi de notre démarche puis pourquoi on pense qu'on a notre place puis qu'on mérite d'être écouté. Mais en effet, les autres entrevues sont déjà disponibles. Puis on est super content de votre retour. Moi, j'ai eu plein de retours, je ne sais pas toi, Marc, là, de gens qui m'ont dit que c'était bon puis qui avaient hâte à l'épisode suivant. Fait que on est content que ça commence, là. Un mot sur notre partenaire principal, Chrono Aviation. Spécialisé dans le nolisement d'avions, incarne la performance inégalée et le dépassement de soi pour ses clients. Rêvez grand et visez haut, c'est ce qu'ont fait Vincent et Danny Gagnon en 2012 en démarrant leur entreprise avec un seul avion à Québec. Aujourd'hui, de Québec à Saint-Hubert, 300 employés opèrent une quinzaine d'appareils dont le tout dernier peut transporter plus de 180 passagers. Mais au-delà des chiffres, Chrono Aviation, c'est une histoire de passion, de dévouement et de persévérance. Comme quoi, la rigueur, en affaires comme dans le sport, c'est gagnant. D'ailleurs, plusieurs équipes sportives choisissent de voler sur ses ailes pour sa sécurité, son confort et sa flexibilité. Mais surtout parce que chez Chrono Aviation, sky is not the limit. Les deux côtés de la médaille. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand. Ben moi, je pense que les gens sont aussi contents de découvrir, Laurent. On te connaît comme patineur de vitesse, on connaît ton enthousiasme aussi lorsque tu donnes des entrevues aux Olympiques, tes histoires, on les connaît, père de 2 enfants, et puis et athlète à 32 ans maintenant, là, à partir du 25 juillet prochain. Ouais. Mais là, on découvre un passionné non seulement de patinage de vitesse, mais de tous les sports. Ben oui, je veux dire, ça, je pense que c'est mon entourage le savait déjà, mes amis, oui. hein, mais moi, le sport, c'est ma passion. Tu sais, souvent, on se fait poser des questions, souvent comme athlète. Si tu n'avais pas fait du patin, tu aurais fait quel sport? Ben, la réponse, c'est j'aurais été bon dans pas grand-chose, là, par rapport comme au niveau de patineur, tu sais, dans le sens que je ne serais pas dans la NBA, j'avais joué au basket, mais j'aime tous les sports, là. On a pratiqué... Tu sais, les modèles de développement à long terme qui disent aux jeunes de ne pas se spécialiser là, puis de faire plein de sports, puis c'est en vogue maintenant. Là, c'est la science qui dit que c'est mieux de faire plus. Mais moi, quand j'étais jeune, mes parents, ils ont suivi ça sans le savoir, là, dans le sens que j'ai tout fait. Tu sais, j'ai fait une dizaine de sports dans les équipes, à l'école, pas à l'école, les Jeux du Québec. J'ai fait les Jeux du Québec dans 3 sports. Tu sais, on a regardé ça toute notre vie à la télé. C'est vraiment... Il n'y a pas juste le patin qui m'intéresse, on va le dire de même. Ben là, tu sais, j'ai fouillé un petit peu avant de faire l'entrevue parce que je voulais qu'on te découvre un peu plus aussi, ou sinon qu'on fasse un petit rappel pour les gens qui te connaissent moins un peu. Mais quand tu dis multisport, tu as quand même participé aux Jeux du Québec en athlétisme et en tennis de table. Exact, communément appelé ping-pong pour les non-spécialistes. Quand tu dis tennis de table, tu sais que tu as joué. Quand tu dis ping-pong, tu joues à l'école. C'est ça la différence. Ben, tu sais la différence entre les deux? Non, mais c'est juste, tu sais, le vrai nom, c'est tennis de table, mais on appelle ça ping-pong. Là, au secondaire, tout le monde joue au ping-pong, tu sais. Exact. Mais ça, j'étais pas très bon. Là. Ça, c'était vraiment... On va freiner un peu. Là. Quand je dis que j'étais pas bon dans plein de sports, là, je ne suis pas super bon au tennis de table. Mais je comprends. C'est en fait les Jeux du Québec, pour faire un bref... parenthèse là-dessus, c'est que c'était une histoire d'amour avec les Jeux du Québec. Moi, il a commencé avec le patin de vitesse, évidemment. Je les ai fait à 10, à 12 puis à 14 ans. C'était aux 2 ans. Ouais. Puis après ma première expérience à 10 ans, j'ai demandé à ma mère qui était impliquée, en fait, était à travers l'URLS Chaudière-Appalaches, fait qu'elle était impliquée dans les Jeux du Québec pour Chaudière-Appalaches, notre région. Puis, dans quel sport je peux les faire? Dans quel sport on n'est pas bon à Chaudière-Appalaches? Tu sais, que j'ai une chance de juste m'inscrire à un nouveau sport. Tu sais, si tu y vas en natation, on s'entend-tu, il y en a des nageurs, là, puis moi, je suis physique de patineur de vitesse, je me serais jamais que plongeon, j'aurais été atroce, tu sais, j'ai pas de souplesse. Elle dit, tennis de table, là,
me semble dans ta catégorie d'âge au dernier Jeux du Québec, c'était pas fort. Fait que, elle dit ça de même. Puis là, mon frère puis moi, on s'est acheté, mais ils nous ont acheté une table, on a joué pendant 1 heure, pendant un mois peut-être, là, comme 5 heures par jour après l'école, vraiment 5 heures par jour. Puis on a lu les règlements, parce que les règlements au secondaire, c'est des règlements un peu broche à foin. On les invente sur mesure, presque. Oui, exact. Fait que là, on voulait connaître. On est arrivé là, mon frère et moi, les deux, on s'est classés, puis on est allé, on a fait le simple et le double ensemble aux Jeux du Québec. C'était super le fun. Dieu. Athlétisme, j'étais meilleur que ça un peu. Là. Ça se transfère plus l'explosivité du patin vers l'athlétisme, mais tennis de table, c'était. J'étais pas exceptionnel. Mais écoute, ça prouve une chose, c'est que tu avais un intérêt pour à peu près tous les sports, puis tu étais curieux à la limite. Tu disais, tennis de table, ça me tente, puis pourquoi pas, puis ça a fonctionné, défi relevé. Ce que les gens savent aussi, sans doute, c'est que tes parents ont aussi participé aux Jeux olympiques. Et ça, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de monde là, qui sont dans ta situation, qui ont œuvré dans un sport, en plus dans le même sport maintenant. Mais si je me rappelle bien un reportage qu'on avait fait ensemble il y a une dizaine d'années, c'est tard que tu as appris que tes parents avaient fait les Jeux olympiques et avaient remporté aussi même des médailles à des Coupes du monde. Hein? Ben oui, parce que mes parents sont vraiment humbles, sont vraiment pas show-off, si tu me permets l'expression avec ça. Ouais, c'est vrai. Mon père, il avait des médailles dans le sous-sol d'accrocher, fait que je le savais qu'il avait patiné. Okay. Mais tu sais, c'était mon grand-père qui avait fait un tableau pour ses médailles quand il était jeune. C'était même pas ses médailles d'adulte, c'était ses médailles style à 14 ans. Là, OK. Puis, fait que là, je le savais. Ma mère, elle avait pas ça. Fait que ses médailles étaient dans des boîtes. On parle de, tu sais, moi, je suis né en 92. Fait qu'on parle fin des années 90. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas, où l'Internet commençait, mais il n'y avait pas de, tu pouvais pas regarder ça en ligne, il n'y avait rien de digital. Il y avait probablement une vidéo avec un VHS quelque part, mais mes parents, ils sortaient pas ça. Fait que non, en effet, quand j'étais jeune, là, c'est comme une anecdote classique chez nous, mais ma mère m'avait donné un conseil, là, comme quand tu fais un dépassement par l'intérieur, fais telle affaire ou je sais pas trop. J'avais peut-être 6 ans, 7 ans, je sais pas. Puis j'avais dit, de toute façon, maman, ton truc est pas bon, tu sais même pas patiner. Puis là, elle disait, ben oui, oui, je sais patiner, Laurent. Puis là, je dis, non, parce que moi, je l'avais jamais vu patiner. Puis dans ma tête, elle savait pas patiner, tu sais. Ah ouais? Puis là, le parent à côté, apparemment, il trouvait ça drôle. Il était là, non, mais Laurent, ta mère, elle sait patiner, puis elle patine très vite. Puis moi, je voulais rien savoir, là. J'étais bloqué bien sûr. Non, c'est ça, exact. J'étais convaincu. Fait que, j'imagine que la passion était assez transférée, mais pas parce qu'ils m'en ont parlé à outrance avant que. Tu sais, quand j'étais rendu ado, là, on parlait de leurs courses puis de leurs histoires parce qu'on était plus sérieux. Puis je dis parce que mon frère et ma soeur aussi patinaient. Ben oui. Mais avant ça, là, à 6-7 ans, j'avais aucune idée. Là. J'étais aussi normal comme enfance dans le sport que si mes parents n'avaient jamais été athlètes de haut niveau. Là. Ils sont vraiment pas investis dans le sens qu'ils n'ont pas mis de pression, ils m'ont pas forcé à patiner, ils m'ont pas poussé vers un sport en particulier. C'était juste quand tu vas faire du sport parce que les autres ils croyaient à ça. Puis, j'ai tombé en amour avec le patin. Probablement parce que j'étais bon, en fait, là, on va se le dire. Là, est-ce que tu es bon dans... T'es-tu bon dans ce que t'aimes ou t'aimes ce dans quoi t'es bon? Là, c'est sûr que ça t'aide à aimer quelque chose, mais j'ai toujours adoré le patin depuis que je suis jeune. Et pour les gens qui se posent la question, on parle d'Ariane Loignon et de Robert Dubreuil. Alors, vous allez faire un petit tour sur Olympique Référence et vous allez voir leurs résultats et leur pedigree. Donc, ton père était aux Olympiques en 92 et était né en 92. Donc, ma mère était enceinte, puis tout de suite après, il a pris sa retraite parce que dans ce temps-là, c'était... Pour ça, tantôt, tu disais athlète amateur ou athlète olympique, hein, parce que dans ce temps-là, c'était amateur pour vrai, là, dans le sens qu'il n'y avait pas d'argent. Là, fait que quand ma mère est tombée enceinte, elle avait déjà pris sa retraite 2 ans avant. À 24 ans, elle avait arrêté. Puis là, mon père, lui, avait 24, il est 2 ans plus jeune. Ouais. Puis là, il a fallu qu'il arrête tout de suite parce que pouvait pas. Contrairement à moi maintenant qui a 2 enfants, puis je vais avoir 32 ans, puis je veux dire, je suis capable d'en vivre, même si on ne vit pas nécessairement richement, mais je suis capable d'en vivre. Mais dans ce temps-là, t'as de la misère à en vivre, en payer ton 3,5 avec 4 colocataires, puis c'était pas la même réalité, là. Ah non, c'est fou. Puis je me rappelle encore, début des années 2000, il y a eu une commission, il y avait eu à l'époque, c'était Denis Coderre qui était responsable des sports. Puis on avait vraiment commencé à parler de comment nos athlètes canadiens étaient les parents pauvres du sport. On ne gagnait pas de médailles, puis nos athlètes quittaient à 24 ans parce qu'on leur disait, écoute, il serait temps que tu trouves une vraie job. On l'entend encore, malheureusement, ça, des fois. Ben là, oui. Tu l'entends des fois encore? Peut-être pas moi maintenant, mais avant de gagner comme régulièrement des médailles, on l'entendait encore. Ce qu'on entend surtout, c'est comme...
sais, tu faire les prochains Olympiques comme s'il n'y avait rien entre les deux. Tu sais, c'est un petit Ouais, peu c'est ça aussi. ça aussi. Tu sais, c'est comme tu sors d'une médaille olympique puis tu vas-tu faire les prochains. Mais là, une seconde, les mondiaux l'an prochain, il y a toutes les Coupes du Monde, il n'y a pas juste les Jeux. Non. Mais on fait qu'on l'entend moins, mais tu sais, on l'entend encore. C'est quelque chose qui peut me frustrer par bout si. Tu sais, Ouais. il n'y a personne qui demande à Crosby, tu prends-tu ta retraite? Mais Exact. Crosby, il est 5 ans de plus vieux que moi. Là. Il a quel âge, Crosby? 37 peut-être? Là? Ben, il doit avoir 37 s'il y a Tu 50 plus vieux que sais, toi. tu Ouais. sais, je veux dire, moi, je suis à trentaine, puis je finis un cycle olympique, puis tu vas-tu te rendre au suivant, ou tu sais, il te reste combien d'années? T'as peu, là. J'ai 30 ans, je suis deuxième meilleur au monde, Mm. tu sais, deuxième au mondial, deuxième aux derniers olympiques. Tu sais, il n'y a personne qui demande au deuxième meilleur joueur de hockey à 30 ans s'il prend sa retraite. Là. Je veux dire, Djokovic, il a quasiment 40 ans, puis il va peut-être la prendre un jour, mais tu sais, tant que tu gagnes dans les sports entre guillemets majeurs, il n'y a personne qui questionne le fait que tu continues, mais nous, il y a encore un petit peu cette genre de mentalité-là de, tu sais, ben, tu vis ta passion, puis à un moment donné, tu vas faire autre chose, mais moi, je pense qu'il faut casser ça. Là. On est des athlètes professionnels dans le sens que c'est mon travail. Là. C'est vraiment mon travail de C'est ça que tu m'entraîner. fais Là. tous les jours, c'est ça. Ouais, exact. Exactement. Pas Ouais. professionnel dans le sens que je fais des millions. Malheureusement, j'aimerais mieux ça. Non, mais dans le sens que c'est avec ça que tu gagnes ta vie. C'est avec ça que je gagne ma vie. Là. Ma C'est journée ça. est bâtie là-dessus. C'est Ouais. mon 9 à 5, c'est mes entraînements, ma physio, ma récupération. Là. C'est vraiment ça. Là. Ben, écoute, puis d'ailleurs, tu arrives d'un entraînement, tu viens de te faire injecter de la cortisone pour ton dos, donc, tu sais, c'est ta vie, là. Tu fais tout ça quotidiennement pour être le patineur le plus rapide possible. Exactement. C'est vraiment on est vraiment athlète professionnel. Ma job, c'est d'être un athlète. Puis oui, on a des projets en dehors de ça, comme ce qu'on fait ensemble, qui me rend extrêmement heureux. Puis ça donne un équilibre à notre vie, mais comme tu dis, tu sais, on a trouvé le moment de le faire là parce que mes entraînements étaient faits. Là, toute ma journée est bâtie autour de mon entraînement. Puis Exact. Ouais. je me considère chanceux, en fait, parce que d'un certain point de vue, oui, c'est pas une vraie job, là, dans le sens que Grégor, il dit ça, mon entraîneur, Grégor Jolinek, que je salue, Ouais. qui n'écoute probablement pas ça parce qu'il ne sait pas comment se connecter sur Internet. Mais s'il m'en parle pas, c'est qu'il l'écoute pas. S'il me parle pas de cette blague-là. Mais Grégor, il dit souvent, tu sais, des fois, je me demande comment je serais capable d'expliquer mon travail à quelqu'un qui n'a jamais vu de neige, là, quelqu'un qui vient d'Afrique ou d'Asie, là, des pays qui ont juste l'été là, ou d'Amérique du Sud. Puis mon travail, c'est d'aider des gens à patiner vite sur de la glace. Tu sais, il dit, j'en reviens pas que c'est ça ma job. Tu sais, il dit, c'est ma passion, je suis chanceux. Ben moi, c'est comme ça que je me sens aussi. Tu sais, ma passion, c'est de patiner vite, c'est de m'entraîner. Puis je suis juste chanceux d'être capable d'en vivre beaucoup mieux que mes parents en vivaient il y a 30 ans. Tu es à la bonne place au bon moment. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que je me disais toujours la même chose également. Tu sais, mon métier, c'est de parler à des athlètes puis de raconter leurs histoires. Qu'est-ce que tu veux de plus? Magnifique. En plus, j'avais l'image pour accompagner ce qu'il me disait. Ah, moi, j'ai jamais eu l'impression que j'allais travailler toutes mes années à TQS, à Radio-Canada, puis aujourd'hui, ben, ça a toujours été, j'ai hâte. Puis quand arrivait le vendredi, c'était pas « Ah, enfin, ma semaine est finie », c'était « Ah non, déjà ». C'est ça. Puis il y a tellement de belles histoires par le sport en plus, tu sais, que, Ben tu oui. peux avoir, dont tu as parlé à travers les années. Là, je veux dire, c'est des moments humains, là, profondément humains que le sport amène. Absolument, absolument. Puis, en plus de tout ça, ben, d'abord, merci de prendre du temps à travers ton entraînement parce que, comme tu dis, tu as une job à temps plein, puis là, tu te donnes un peu de temps à un balado qui, j'imagine, te fait plaisir aussi. D'autant plus que tu as étudié en communication, tu as maintenant un bac en communication. Je crois que tu veux devenir journaliste, c'est bien ça? Non. Bon, c'est dans les plans de carrière d'être dans les médias. Un mix de ça, peut-être de coaching. Je ne suis pas encore arrêté sur l'idée, mais c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait de communication. Entre autres, les médias m'intéressent beaucoup. Ouais. Puis c'est entre autres pourquoi j'étais vraiment heureux qu'on lance ce projet-là. C'est vraiment comme deux intérêts, deux passions qui se joignent. Là, pour moi, parler de sport dans un contexte de podcast ou de balado, c'est vraiment... c'est des discussions qu'on avait avant de lancer notre projet, toi et moi, hors onde. On pouvait parler pendant 1 heure, puis on se disait, on aurait dû l'enregistrer. Tu sais, c'est vraiment ça. Là. Comme parler autour de... moi, je prends pas vraiment d'alcool, là, mais c'est comme parler autour d'une bière, d'un sujet qui te passionne. C'est des bonnes discussions à avoir. Tu as raison. Puis c'est vrai que ça m'avait marqué, ça, de discuter avec toi. On s'est approché pour le balado, mais même avant ça, on parlait, puis là, tu me parlais de Super Bowl, puis tu me parlais de telle compétition de Formule 1. Tu savais les statistiques, les noms des athlètes, leur histoire. Je dis, voyons donc, honnêtement, je connais pas beaucoup d'athlètes dans tous ceux que j'ai rencontrés qui avaient cette passion
pour tout ce qui touche le monde du sport, pas juste la performance d'hier puis les grands championnats. Ça, encore une fois, je m'interroge. Coudonc, d'où sors-tu pour avoir cet intérêt pour tout ça? Je pense que ça vient de mes parents à la base. OK. Juste vous donner un exemple, d'ailleurs, mes parents, ils vont aux Jeux olympiques cet été à Paris pour les regarder, juste pour les regarder. Tu sais, c'est pas donné, là, Ah, ils parlent wow! des Olympiques les plus chers de l'histoire à Ouais. aller voir. Puis mes parents ne sont pas médecins spécialistes ni propriétaires d'entreprise, là, tu sais, dans le sens que c'est un Ouais. gros dépense de budget qu'ils ont prévu d'avance, mais ils aiment tellement ça. Il n'y a rien qui leur fait plus plaisir que de regarder du sport. Pas juste le patin, tu sais, ils ont des billets pour le handball, le judo, l'athlétisme, le soccer féminin, tu sais, plein de sports. Là. Fait que Ouais. je pense que on est grandi dans un contexte comme ça où on était stimulé là-dedans. Puis ça s'est clairement rendu à ma sœur, à mon frère et à moi. Sinon, moi, c'est comme je disais, c'est vraiment, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de plus beau que le sport, Ouais. la conquête de l'excellence, les défis que ça amène, les leçons de persévérance que ça crée. Premièrement, c'est vraiment des belles leçons de vie pour ta vie en général après. Ouais. Certains des athlètes les plus connus au monde sont dans les meilleurs modèles qu'on ne peut pas avoir pour les jeunes. Tu sais, c'est des modèles de performance, mais de fair play, d'esprit sportif. Tu sais, c'est vraiment magnifique. Puis oui, c'est sûr qu'il y a vraiment des aspects négatifs dans le sport aussi, malheureusement, mais comme dans n'importe quelle sphère de la société. Là. Exactement. Mais moi, ça m'a toujours allumé. Par rapport au sport, je suis quelqu'un d'optimiste, on va le dire comme ça. Puis je suis quelqu'un qui m'émerveille devant le sport, même si je dirais que je m'émerveille pas devant grand-chose comme personne. Ma personnalité est assez... j'essaie d'éviter les hauts et les bas. Fait que j'étais assez comme toujours un peu neutre, tu sais, dans le sens que les hauts et les bas, ça me fatigue. Fait que moins il y en a, mieux c'est pour moi. Mais le sport, ça vient me chercher. Là. Je pleure pas devant des films, mais je peux pleurer devant une game de sport. Là. Pas pleurer comme à chaudes larmes, mais je veux dire, je vais être ému touché. En regardant. Tu sais, quand Federer a perdu à Wimbledon contre Djokovic là, en 2019, puis il y a une larme qui est coulée de l'œil, là. Ben, moi, il y a une larme qui m'est coulée de l'œil aussi. Là. Tu sais, ça vient me Federer, t'en parles, je pense que c'était un homme que tu respectes beaucoup également. Hein. Ben, quand je parlais d'esprit sportif, de classe, de performance, d'équilibre dans la vie, je pense que tu n'as pas un meilleur modèle que Federer. À mes yeux, je ne suis même pas un grand fan de tennis, mais Federer, c'est vraiment un modèle d'humain et d'athlète pour moi. Ouais, c'est ça qu'on retrouve dans le sport, tu as raison. Puis j'ai bien aimé ton commentaire. Il n'y a pas juste du bon dans le sport, mais j'aime ça être positif à travers tout ça. Puis moi, le premier, lorsqu'il y a eu entre autres les scandales en cyclisme, en ski de fond même, il y a eu, je pense que c'est la Norvège, il y a eu 14 athlètes qui se sont fait prendre. Mais j'aime croire que les performances qu'on voit aux Jeux, aux grands événements, en patinage de vitesse, ce sont des performances clean. Et tant que l'athlète n'est pas pincé, entre guillemets, et qu'il n'y a pas de preuves, j'aime. Je suis derrière la performance pure. Je suis peut-être naïf un peu, mais j'aime le côté, les exploits qui viennent avec le sport, sans penser que derrière, il y a peut-être 3 médecins qui sont arrangés pour qu'il aille plus vite. Oui, ben, je suis d'accord avec toi, puis moi aussi. Puis, tu sais, on m'en parle, veux pas, là, dans les 2 dernières années, je finis 2e au championnat du monde derrière Jordan Stolz, qui réécrit tous les records de notre sport. Là, qui est Américain, ouais. Un prodige jeune, le Michael Phelps du patin de vitesse. Là, c'est la meilleure comparaison qu'on peut faire pour le grand public. Ouais. Puis, il est 7 fois champion du monde, puis il a 19 ans. Moi, je suis une fois champion du monde individuel dans ma vie, puis j'ai 32, tu sais. Fait que Puis les gens me disent, penses-tu qu'il est dopé? Puis je dis, je veux dire, la seule chose qui pourrait montrer qu'il est dopé, c'est qu'il est meilleur que tout le monde. Mais à un moment donné, si parce que tu es meilleur que tout le monde, toutes les drapeaux rouges s'allument, puis les lumières s'allument, puis tout le monde panique, c'est comme, il est où l'émerveillement dans le sport? Il est où? Il n'est pas en train de sauver les compés, il ne vient pas d'un pays qui a un historique de doping dans notre sport. En patin, il n'y a pas d'argent en patin, il n'y a pas bien de cas de doping. Là. On ne se comptera pas de mentir. Dans les sports professionnels, il y en a bien plus. Fait que, c'est comme... Ouais. Il est meilleur que tout le monde, mais à part ça, il n'y a rien de louche. À un moment donné, si tu doutes à propos de ça, tu es mort en dedans. Là. Je veux dire, à un moment donné, on est capable d'essayer de croire en nos chances. On est capable de... Moi, je pense que je peux le battre, puis je veux dire, c'est mon optimisme en moi. Justement, c'est-tu réaliste? Probablement pas, mais je crois en la capacité du corps humain à produire des grandes choses, tu sais. C'est beau, mais je suis d'accord avec toi. Puis de toute façon, comment veux-tu compétitionner avec quelqu'un si en partant, tu dis « Ah, lui, il est dopé, c'est sûr, c'est clair. » Il y en a beaucoup, par exemple, des athlètes qui pensent ça, tu sais, que je l'ai entendu souvent de plein d'athlètes, tu sais, lui,
un tel, il fait il s'est bang trop amélioré d'une année à l'autre, il est dopé. Mais quelle façon triste de voir ton propre monde puis ton milieu. Dès que quelqu'un a l'air bon, si toi tu penses qu'il y en a un qui est dopé parce qu'il s'est amélioré, il y a probablement quelqu'un qui pense que toi tu es dopé parce que tu t'es amélioré. Pense-y à ça aussi. Là. C'est comme on peut-tu juste. Puis là, il y a des contextes qui méritent des questions. Là. Toute l'histoire de la Russie et du doping, on s'entend qu'on ne peut pas en parler. Là. Il y a des preuves là-dedans. Ben, c'est ça, mais Stoltz, il n'est pas russe. S'il était russe, j'aurais un discours complètement différent. Je comprends parce qu'à un moment donné, comme tu dis, on peut être optimiste et y croire sans être trop naïf. Moi, je pense que je suis un peu dans le milieu, puis je me suis pas gêné de critiquer Kulichnikov qui a le record du monde aux 500 mètres dans mon sport, un Russe qui a déjà testé positif. Une fois quand on était junior, puis une autre fois au Meldonium qui avait été blanchi, mais parce qu'à un moment donné, là, c'est comme quand ça fait plusieurs fois, à un moment donné, il faut arrêter de se poser des questions, il faut commencer à en parler pour vrai, mais Stoltz, il est juste meilleur. À un moment donné, moi, j'y crois vraiment à la performance sportive. C'est un athlète qui s'est déjà fait prendre dans le passé. Là. Ben oui, là, on arrête d'être naïf. Puis moi, tu vois, je serais peut-être plus sévère que les fédérations sportives. Dès que tu te fais prendre une fois, c'est fini. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Là. Justin Gatlin, là, qui est champion du monde après une suspension de 2 ans et une autre de 4 ans, là, au 100 mètres, là, qui a gagné un mondial en fin trentaine. Là, à un moment donné, quand ça fait 6 ans que tu es suspendu, là je me pompe en ce moment, là, mais c'est entre autres des discussions comme ça qu'on aime, mais quand tu as fait 6 ans que tu es suspendu et tu es sur la ligne, c'est une injustice profonde. Là. Le gars ne devrait pas être là. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça, exactement. Mais ça veut-tu dire que tout le monde est dopé? Non, pas du tout. Non. Là. Il faut pas commencer à accuser dans le vide. Là. Il y a des sports qui ont des historiques durs à regarder. Là. Le cyclisme, l'athlétisme, malheureusement, l'haltérophilie, c'est les sports qui ont le plus de cas, mais il y a des sports dans lesquels il n'y en a vraiment pas tant que ça. Puis, exact. Il faut y croire. Si on n'y croit plus, pourquoi on regarde ça? Les deux côtés de la médaille. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand. Qu'est-ce qui te branche, mis à part ça, qu'est-ce qui te branche de faire le balado? Là? Comment tu vois ta participation, notre participation à, disons, l'éveil ou la suite de nos intérêts envers le sport? Bien, je pense que, comme on parlait tantôt, il y a un manque un peu dans les sports dits olympiques. Justement, de dire qu'un sport est... Oui, le sport est aux Olympiques, mais de dire qu'il est olympique, c'est quasiment réducteur. Tu fais juste parler des Olympiques. Exact. Parce que oui, le sport est olympique, mais il y a d'autres compétitions que les Jeux olympiques qui sont très importantes dans notre milieu. Puis c'est le fun, les Olympiques, c'est une magnifique vitrine. C'est un événement magique avec lequel je suis en amour depuis que je suis jeune. Bien qu'il n'y a pas que du beau, là, mais les Jeux olympiques, quand on le regarde d'un regard optimiste, là, c'est quelque chose d'historique, de mondial, de grandiose. Là, absolument. Puis, par contre, ça veut-tu dire qu'on a une belle vitrine, cette vitrine-là, mais il faut quand même... Je pense qu'il y a des... Comme je disais, les moments dans le sport, il y a des performances sportives exceptionnelles, des histoires magnifiques à raconter en dehors de ce 3 semaines-là de Jeux olympiques aux 4 ans, ou aux 2 ans si on parle Jeux été, Jeux hiver. Puis je pense que nos sports méritent qu'on s'y attarde plus. C'est des athlètes exceptionnels. C'est comme je disais, c'est... Des histoires exceptionnelles. Exactement. Puis... pour le monde qui ne connaisse pas ça, tout arrête de tourner aux Olympiques, puis on oublie ça après, mais pour nous, on ne s'entraîne pas plus fort l'année des Olympiques. On n'est pas meilleur l'année des Olympiques. On fait les mêmes temps les autres années. Là, on est 100% investi tout le temps. Fait que, tu sais, moi, je pense que ça mérite qu'on en parle plus. Puis, c'est quelque chose qu'on ne retrouvait pas vraiment, justement. Tu sais, on en regardait ça quand on explorait à deux, puis, tu sais, c'est pas... Mettons, le marché n'est pas saturé de gens qui parlent de ces sports-là en dehors. Là. On peut micro-analyser une transaction de 4e trio du Canadien au mois de juillet, alors qu'on sait très bien qu'ils vont finir 14e de l'Est quand même l'an prochain. Mais c'est le seul hockey que je vais parler aujourd'hui. Mais, c'est correct, on peut en parler. Si c'est négatif, c'est correct. Ben, c'est aux Olympiques aussi, fait que c'est pas nécessairement hors créneau pour nous. Mais, mais tu sais, je veux dire, on en parle tellement. Ça, c'est saturé au maximum. C'est exagéré. Là, je veux dire, on en parle.
On est là à analyser quelle cravate le directeur général va mettre au choix de repêchage, puis des affaires qui n'ont pas rapport. Tandis que dans nos sports, il y a des champions du monde qu'on ne connaît pas. Puis, effectivement, à un moment donné, il faut comme... Le déséquilibre, je pense, qui est important. Puis, c'est le bon mot. Oui, je suis content que tu dises ça parce qu'effectivement, avec un peu la recherche qu'on a fait là, depuis 1 an sur les différents balados à faire au Québec, puis on se rend compte, je ne me rappelle pas du chiffre précis, mais il y avait au moins 75 balados qui parlent de sport au Québec. Puis honnêtement, on est presque le seul, sinon le seul qui est exclusif. Là. Il y en a d'autres qui vont rencontrer des athlètes dits olympiques dont on parlait. Oui. Tu as sans doute été toi-même interviewé à quelques reprises dans d'autres balados. Oui, quelques reprises, exact. C'est ça. Mais ce qu'on veut faire, nous, là, de parler de nos sports, à nos athlètes canadiens, québécois, à toutes les balados, puis de se concentrer là-dessus, puis pas aller ailleurs. Moi, je trouve ça, en tout cas, il n'y en a pas d'autres. Alors, tant mieux si ça accroche, puis si les gens embarquent avec ça. Puis, il y a une question que je me pose aussi, Laurent, tu dis, ça manque. Est-ce que vous en parlez des athlètes dits justement olympiques et amateurs, ce qui n'est plus le cas? Est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce que la couverture est insuffisante? Est-ce que vous dites justement, il me semble qu'on parle pas assez de nos performances de nous? Oui, ça frustre beaucoup les athlètes dits amateurs. On va trouver un autre nom à un moment donné. Moi, je dis athlètes de haut niveau. Oui, c'est bon. Que tout soit réduit juste aux Olympiques, là, ça les frustre. J'en ai parlé avec plusieurs personnes. C'est 2 discussions qui viennent en tête. Là, une avec Alex Harvey puis une avec Michael Kingsbury. Ouais. Alex Harvey, après les Jeux de Pyeongchang, qui finit 4e aux 50 km. Puis là, 2-3 semaines après, il a gagné plein de médailles en Coupe du Monde, puis il dit, personne n'y en a parlé, puis c'est comme s'il n'y avait pas réussi. Puis des médailles en Coupe du Monde, moi, je me souviens de mon feeling de ma première médaille en Coupe du Monde. Je sais pas si j'étais moins content que ma médaille au jeu, là. C'est comme, j'avais 22 ans, c'était comme, you made it, tu sais, t'es arrivé, là. C'est les héros que tu regardes. C'est comme ton premier but dans la Ligue nationale, j'imagine. Tu sais, t'es arrivé, t'as fait ta marque, t'es rendu des meilleurs au monde de ton sport. C'est des gars que tu regardais à la télé depuis des années, contre qui tu peux... Tu sais, ma médaille, j'avais fini 3e. Le gars qui a fini 2, c'était en 2014. Le gars qui a fini 2, il était champion olympique de Vancouver. Puis Vancouver, j'étais dans les estrades aux 500 mètres pour le voir gagner. Là. Puis là, après ça, je partage un podium avec. Là. Tu sais, c'est comme... T'es avec ton héros de jeunesse, là, tu sais. Puis Alex était là, tu sais, c'est ça. Tu finis 4e au jeu, tout le monde te dit que tu as échoué, puis là, tu gagnes les médailles en Coupe du Monde la semaine d'après, puis c'est comme, on s'en fout complètement. Ouais. Puis avec Mick Kingsbury, c'était lui, il a fini 2e à Beijing, puis tu sais, lui, il est tellement bon que 2e, c'est une déception, là, dans le sens qu'il gagne 2 épreuves sur 3 depuis 15 ans ou 10 ans. Exact. Ouais. Puis il disait, tu sais, tu finis 2e, puis là, tout le monde, hey, tu sais, c'est décevant. Puis là, il est là, t'as peu, là, oui, j'aurais voulu gagner, mais je suis médaillé d'argent olympique, là, tu sais. C'est comme, c'est un accomplissement énorme, mais... Puis là, après ça, il gagne les Coupes du Monde, il gagne les mondiaux, puis c'est comme ça existait. Tu sais, c'est ça qui nous frustre, ça nous met beaucoup de pression sur un événement, puis oui, on n'est pas con, on le sait qu'on veut gagner les Jeux plus qu'une Coupe du Monde. C'est sûr que c'est plus important, c'est plus prestigieux, c'est ça l'objectif principal, mais ça ne veut pas dire que le reste n'a pas d'importance. Fait que oui, ça frustre beaucoup les athlètes, puis ça... C'est comme de se faire dire que nous, on est passionnés, nous, on s'entraîne fort à l'année, mais on s'en fout de ce que tu fais 3 ans sur 4, puis à part dans le 3 semaines de tes jeux. Tu es important 1 fois par 4 ans. Tandis que nous, on est investis tout le temps. Fait que c'est ça que... faut utiliser ton mot tantôt. Il y avait un déséquilibre entre le sport professionnel et nos sports, mais il y a un déséquilibre entre la façon que les gens voient les Olympiques puis nous. Là. Nous, champions du monde, c'est énorme. Médaillé de Coupe du Monde, c'est énorme. C'est des accomplissements majeurs. Fait que c'est ça que un petit peu... dans le milieu, c'est comme ça que ça se voit. Là. C'est ce que j'ai souvent répété aussi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je prends par exemple Éric Guay, qui a été champion du monde en ski alpin. Il y avait 9 Autrichiens sur la ligne de départ, là, parce que tu as le droit d'avoir autant d'athlètes si ton pays est dominant. Aux Olympiques, c'était 3. Alors, quelque part, les 6 Autrichiens qui ne sont pas là, ils seraient dans le top 15 en Coupe du Monde. Alors, c'est comme... des fois, c'est difficile finalement à gagner. Des fois, le field est plus fort en Coupe du Monde, un petit peu moins fort aux mondiaux, un petit peu moins fort aux Olympiques, en effet, parce qu'il y a de moins en moins de personnes. Mettons, en patin, aux Olympiques, on a le droit d'envoyer, ça va être 8 ou 9 Canadiens, là, pour, mettons, 8 ou 9 filles, 8 ou 9 gars, mais mettons 8 gars pour toutes les distances, 500 mètres, 1000 mètres, 1500, 5000, 10 000, poursuites, départ de groupe. Fait que là, tu sais, mettons que tu as un pays qui est 3 très, très, très bons gars aux 500, tu peux pas envoyer 3 gars aux 500 parce que ça te laisse vide dans les autres courses. Fait que ça se peut que le 7e au monde soit pas là ou le 5e au monde soit pas là aux Olympiques, mais en Coupe du Monde,
as le droit à plus que 2-3 Canadiens par Ben distance. oui. Tu as le droit à 5 par Ouais. distance. Fait que là, tous les bons sont là. Fait que des fois, c'est plus difficile, en effet, en Coupe du Monde. C'est comme, faut que tu te rendes aux Olympiques, puis il y a pas juste ils gardent les meilleurs, ils gardent les meilleurs, mais une distance sur l'autre, ou tu sais, il y a des challenges ou des défis comme ça pour les fédérations, c'est pas facile. Hey Laurent, je sais pas, on va faire un brainstorm en direct ou directement dans notre balado. Vas-y. Qui on veut inviter dans les prochaines semaines? Là? Qui t'aimerais entendre, par exemple? Qui j'aimerais entendre, c'est bon. Mais premièrement, si les gens ont des suggestions dans le public, je tiens à le dire, nous, on lit vos Tellement. commentaires, on vous écoute, puis si vous avez quelqu'un que vous connaissez, que vous avez envie qu'on parle, qu'on interviewe, à qui on pose des questions, ça nous fait plaisir si vous nous suggérez des noms. Soyez nos, comment on dit ça, là, des pisteurs ou recherchistes. Exactement, que ce soit des athlètes actuels, des anciens athlètes, des Oui. entraîneurs, des intervenants, des spécialistes, des analystes, peu importe, là, vraiment. Intéressant, ouais. Puis sinon, je veux dire, avec les Jeux d'été qui s'en viennent, ce qui est tough, en fait, c'est de parler aux athlètes des Jeux d'été. Oui, Parce qu'ils sont rendus là bientôt où ils vont y aller. exactement, c'est ça. Ouais. Toi, t'avais-tu des noms qui te venaient en tête? Ah, écoute, dès que je vois un nom sortir, là, je pensais à Evelyne Viens, là, qui vient d'être officiellement nommée sur l'équipe canadienne de soccer. Elle a remporté l'or avec l'équipe canadienne en 2021 à Tokyo. Puis là, elle s'est expatriée en Italie l'année passée. Puis là, elle revient pour... elle est toujours avec l'équipe canadienne, mais elle sera à ses deuxièmes Jeux. C'est ça. Ça, c'est un exemple. Là. Moi, je trouve ça fantastique. J'étais présent en plus lors de cette grande victoire contre la Suède. T'étais là contre la Suède en tir de barrage. On était 17 dans les gradins. En fait, mettons 50 en incluant les caméramans. Là. Mais, à cause de la COVID, c'est ça. C'est triste qu'il n'y avait pas du monde parce que quel moment de sport pour ça n'avait nous. Aucun sens. Ouais, j'étais avec Sylvie Bilodeau, qui est une légende du soccer au Québec, le premier entraîneur de l'équipe nationale au Canada chez les femmes. Puis je chattais avec elle, puis elle n'en revenait pas du moment historique. Puis quand Stéphanie Labbé, la gardienne de but, qui défie les Suédoises dans les yeux, là, je ne sais pas si tu te rappelles les tirs de pénalité, là, puis c'était du 1 contre 1, puis elle jouait l'intimidation. Puis finalement, elle a eu raison. Il y a un but de Julia Grosso, remporte l'or, mais au point de presse après. Moi, je suis là, puis je vois les journalistes suédois qui connaissent Stéphanie Labbé, puis ils lui demandent en anglais, évidemment, écoute, comment tu as pu faire ça à des anciennes coéquipières avec qui tu jouais dans les ligues professionnelles en Suède? Puis, elle y répond, là, droit dans les yeux. Là. Moi, j'étais là pour gagner. Je n'avais pas d'amis sur le terrain. La journaliste suédoise était vraiment gênée d'avoir posé la question. Oui, c'est ça. Il y a des moments comme ça que tu te souviens, tu étais où? Toi, tu étais sur place, c'est sûr. Nous, on était à l'entraînement, à Calgary, en camp d'entraînement, dans l'anneau, puis il y a un écran géant, puis la partie était projetée, était sur la TV géante dans le stade, là, dans notre stade d'entraînement. Puis, mettons que ça ne s'est pas entraîné fort dans les derniers 15 minutes, puis les tirs de barrage. Là. Le repos a été un petit peu allongé, puis les entraîneurs, il n'y avait pas leur mot à dire sur chialer sur le fait qu'on regardait la partie. Écoute, c'est fantastique. As-tu un moment en particulier dont tu te rappelleras toute ta vie en sport, que tu as regardé, peu importe l'âge? J'en ai trop, en fait. C'est ça le problème. Là. C'est comme quelqu'un de passionné comme moi sur tellement de sports, je pourrais t'en sortir 100 différents. Là. Ça va venir durant les discussions. Je suis convaincu que tu vas penser à un athlète, puis ça va sortir. Parce que tu as le verbe facile. Moi, c'est sûr que les Jeux olympiques, j'en ai pas non plus que j'ai regardé. J'étais toujours sur place. Mais quoique, il y en a quelques-uns où j'étais sur place, mais que je n'étais pas dans l'arène, si on veut, sur le bord de la piste. Là, mais non, c'est tellement quelque chose de gros. Le sport en général, mais les Jeux aussi. Puis de pouvoir raconter des histoires avec les athlètes qu'on va rencontrer, leur permettre de s'exprimer à travers le balado. Puis jusqu'à maintenant, en tout cas, ceux qui ont entendu les épisodes, puis je vous invite à le faire sinon, avec Dominique Gauthier, avec Vicky Savard et Audrey-Leduc, on a vraiment vécu des moments, des discussions vraiment captivantes, puis on sent que les athlètes sont heureux, entre autres, de te parler de tout ça, Laurent, parce qu'ils savent que tu as passé par là. Combien de fois tu leur dis, moi aussi, j'ai vécu ça. C'est magique, tout ça, de ce qui se passe actuellement. Puis moi, je suis vraiment... Des fois, je me sens comme un spectateur. Hein. Je vous écoute parler entre vous, puis je suis comme, OK, that's it. Moi, je suis l'animateur qui présente au début, qui pose 3-4 questions, puis à la fin, qui dit merci, au revoir. Sois pas trop dur envers toi-même. T'as quand même... Pas dur! J'aime ça! De métier derrière la cravate que nous, quand même. T'es un expert dans les sports olympiques aussi, là, vraiment. Oui, mais ce que j'ai toujours aimé, c'est laisser les gens parler. Puis ça, c'est drôle parce que tu sais,
les gens, ils m'ont souvent dit ouais, tu es allé à 9 Jeux olympiques, mais je ne me rappelle pas de toi. Tu sais. Puis j'étais quasiment content de leur dire qu'effectivement, moi, j'étais rarement à l'animation. J'étais surtout derrière. Puis il n'était pas question pour moi, dans un reportage de 3 minutes, qu'on me voit la face 45 secondes. Là. Mais c'est une qualité, ça. Oui, c'est l'athlète. Puis si j'avais l'occasion de le mettre en valeur, c'était ça mon but. C'était pas moi qui, hey, regardez, je suis avec Alexandre Bilodeau, hein, je vais aller skier avec lui. Non, j'ai jamais fait ça. Je respecte ceux qui le font, puis il y en a qui le font très bien, puis c'est correct, ça peut être divertissant, mais j'aimais mieux voir Alexandre Bilodeau jouer au ping-pong, tiens, avec un vrai athlète olympique, puis pour le voir se débrouiller. Je me rappelle Alexandre Despatie, justement, qui échange des balles avec Federer. J'aurais pas voulu être là à sa place. C'est lui que je voulais voir là. Ben oui, je comprends. Beau pour ça, là. C'était son idole, imagine. Fait que, bref, moi, c'est ce que j'aime, c'est de voir les athlètes, puis les entendre parler, puis les voir performer. Alors que toi, tu discutes avec Vicky Savard ou Audrey Leduc, puis que vous partagez ensemble des moments précieux. C'est fantastique. Ben, c'est des belles discussions entre athlètes. Tu sais, Ouais. On va chercher un peu un terrain ou un respect instantané. Là, tu sais, quand tu parles d'un athlète à l'autre, des gens qui ont accompli des choses dans leur sport, puis une compréhension de la réalité de l'autre aussi. Tu sais. Audrey, elle court plus vite que moi, là, dans le sens que c'est pas une question de savoir comment qu'elle court, mais de comment qu'elle s'entraîne, de pression, de gérer l'événement, de s'améliorer, d'essayer de percer à travers le top mondial. C'est toutes des choses auxquelles j'ai fait face et que j'ai surmonté, dans le sens que tu peux imaginer ce qu'elle vit ou elle parle de ses expériences, puis ça me flash. Ben, c'était exactement ça comme ça que je me sentais plus tôt dans ma carrière. C'est comme ça que je me sentais avant les Olympiques. C'est des choses comme ça qui font que c'est le fun de parler à quelqu'un. Puis parler à quelqu'un de passionné, c'est le fun. Parler à quelqu'un qui est mort en dedans, c'est pas le fun. Des athlètes, généralement, ils sont passionnés de ce qu'ils font. Fait que ça sort quand on parle avec quelqu'un qui est bon dans son sport. L'intensité, la passion, c'est beau à voir. Là. Puis ce qui est intéressant, peut-être moins pour toi dans un sens, c'est que tu as tout vécu, toi. Tu as vécu des grands succès, des championnats du monde, une médaille olympique, mais tu as aussi vécu des déceptions. Tu as raté une qualification olympique, tu as eu une mauvaise course aux 500 mètres au dernier jeu, tu as pu te reprendre, mais tu as plein d'anecdotes, tu as plein d'histoires à raconter. Les gens peuvent s'appuyer sur toi puis te faire confiance aussi. Là. Ben oui, exact. Puis c'est justement ça. Des fois, c'est comme parler à quelqu'un qui était tellement bon dans son sport. Je ne sais pas si je serais capable de créer le même lien instantané que ça, parce que moi, j'en ai eu plein d'échecs. Là, quand quelqu'un me dit j'ai raté les jeux ou j'ai raté ma course à la sélection ou je me suis pas, ou je suis stressé, c'est toutes des choses que j'ai vécues. Puis comme tu dis, ça fait un parcours riche. Oui, j'aimerais ça avoir plus de victoires, moins de défaites. Je m'entraîne pas pour... Quand je m'entraîne, je me dis pas, je vais m'entraîner assez fort pour en gagner une coupe et en échapper à la plupart. Je veux avoir un bon livre avec des bons punchs. Là, c'est ça, si je gagne trop souvent, ça va être plate. Non, j'aimerais mieux que ce soit plus plate, mais au final, ça te fait un parcours riche à raconter, des histoires. Je veux dire... J'étais premier d'un championnat du monde après une journée sur 2, c'est un cumulatif, puis j'ai pogné la COVID, puis ils m'ont empêché de faire la course le lendemain. Là. Je veux dire, j'aimerais mieux être champion du monde cette fois-là, mais quelles histoires à raconter, quelles expériences de vie pour le reste de ma vie. Tu apprends à gérer de la déception. On ne peut pas être bien plus déçu que finir 4e aux Olympiques, comme j'ai déjà fait, ou de perdre un titre de championnat du monde parce que tu as la COVID, puis tu es asymptomatique, puis tu te sens pas malade. Là. C'est des histoires incroyables à raconter, puis je m'en viens au point où je ne suis même pas sûr que je les échangerais pour plus de titres. Dans le sens que c'est mon parcours. Je suis en paix avec ça. Puis, comme je disais, j'aimerais mieux gagner plus souvent, mais c'est mon histoire, elle est ce qu'elle est. Puis, je suis fier de ce que j'ai fait. Puis, c'est quasiment plus intéressant à raconter au final que si j'avais juste 50 médailles d'or puis jamais d'adversité. De toute façon, on ne peut rien changer au passé. Et puis, ce qui est arrivé, puis ça fait en toi une personne extrêmement intéressante à écouter et à partager, à entendre les histoires. Puis je pense qu'on l'a dit, les athlètes seront certainement, et ils le sont jusqu'à maintenant, très, très heureux de pouvoir échanger avec toi. Et il y en aura d'autres à venir. Ce balado-là, c'est unique que le début. Alors, exact. Je pense que ça fait un peu le tour de l'épisode 0, entre guillemets, celui qu'on aurait dû mettre en ligne en premier. Je ne sais pas comment je vais le nommer dans le montage, ce qu'on l'appellera introduction, mais je pense que ça résume un peu qu'est-ce qu'on aimerait du balado, où est-ce qu'on le voit aller, qui on veut distraire, si on veut, puis et apprendre, divertir, pas distraire, qui on veut divertir, à qui on veut enseigner également ce qui se passe dans le monde du sport.
Puis je pense que ça va être un bon moment qu'on va pouvoir partager régulièrement avec tout le monde. Ben oui, on a vraiment hâte. Puis on a hâte des opportunités que ça va nous ouvrir aussi. Tu sais, on en jasait un peu. Est-ce qu'on pourrait en faire quasiment des fois en direct ou en regardant peut-être des grands événements sportifs ou inviter justement des gens que le public nous suggère. Tu sais, les possibilités sont assez infinies. Là. Tu sais, on commence, puis on est vraiment excités, on a hâte, puis on est content de la réponse initiale des gens qui nous écoutent déjà. En tout cas, mon objectif premier, c'est de pas convaincre, mais que Grégor Jelinek arrive et te dise à l'entraînement « Hey, je l'ai écouté ton balado, puis je me suis abonné. » Il va falloir que j'y mette le code du Wi-Fi là, pour qu'il puisse s'abonner là, sur son ordi, mais j'arrête pas de faire des blagues avec ça. Et s'il nous écoute, il va trouver ça drôle, mais peut-être. Qui sait, peut-être qu'on va l'inviter. Ça, ce serait incroyable. Grégor, il a tellement des bonnes histoires, mais il aime pas ça en parler tant que ça. Il en parle vraiment quand il est en lien de confiance avec la personne. Fait que si on pouvait l'inviter à son premier podcast comme invité, parce que Grégor, il a fait les Olympiques de 88, puis comme athlète, puis là, il coach encore maintenant. Là. C'est 30, 40 ans d'histoire 40 ans d'histoire internationale de sport. Là, si tu comptes, c'est quand même, je veux dire, c'est pas rien. Là. Il y en a à raconter des histoires, Grégor. Hey, c'est une excellente idée, puis c'est certain qu'on va finir par le convaincre, j'en suis convaincu. Bon, hey Laurent, merci beaucoup. Merci Marc. Ça complète cet épisode d'introduction. Puis bien sûr, on vous invite à vous abonner, à aller faire un tour sur Facebook, YouTube pour les épisodes avec audio et vidéo. Puis sinon, sur vos plateformes de balado préférées, Spotify, Apple Podcasts, etc. pour la suite de nos aventures des deux côtés de la médaille.